C'est la suite de Politicien à votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la 73e Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu en ce moment même à New York, aux États-Unis. Mes trois invités sont restés avec moi. Madame Antoinette Montaigne, ancienne ministre centrafricaine de la communication et de la réconciliation nationale. Le philosophe Meda Police Bébé est avec moi, de même que Kewin Maïzo, analyste politique, journaliste. Alors, pendant que s'affrontent multilatéralisme onusien et unilatéralisme américain, le président congolais Joseph Kabila, lui, veut tout simplement que les casques bleus s'en aillent, quittent son pays. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait du discours du président congolais Joseph Kabila à l'occasion donc de la 73e Assemblée générale des Nations unies. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Et pour conclure, Madame la Présidente, je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays, qui, il y a encore quelques années, était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables, tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays, où le peuple sait déjouer le piège de l'histoire et affirmer avec force son attachement à son unité, à son indépendance et à sa souveraineté. Kewin Maïzo, vous êtes de la RDC. Le climat semble propice à l'expression de toutes les volontés. Pendant que Trump dit l'ONU ça coûte trop cher, il faut réduire le budget, son homologue congolais lui dit ça tombe bien, vos casques bleus qu'il y a chez moi, je demande qu'ils partent. Quel est le véritable problème qu'a le pouvoir congolais avec les casques bleus? Le véritable problème, c'est que le pouvoir congolais se sert des casques bleus comme un moyen de pression contre la mal nommée communauté internationale. Moi, je dis club occidental. Voilà, il a un problème et s'en sert comme moyen de pression. S'il faut remettre ces discours dans le contexte, il a fait 3 menaces. Première menace, retrait de la MONUSCO. Deuxième menace, nous serons le poumon de l'humanité que si vous payez. La forêt équatoriale congolaise n'est pas un ornement, si vous ne payez pas. Donc nous, on fait ce qu'on veut, c'est vous qui polluez. Et puis, troisième menace, il a fait comprendre à la communauté internationale que vous n'allez pas intervenir dans le processus électoral. C'est parce que lorsque la communauté dite internationale intervient dans le processus électoral, elle se donne aussi le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État. Donc ça, il y avait 3 menaces. Alors, à propos de la MONUSCO, il n'a pas tort de dire ce qu'il dit. Expliquez-nous, vous dites que la communauté internationale, mais plutôt le club occidental, voilà, des Américains et des Français, ouais, se servent des casques bleus onusiens en RDC pour faire pression, c'est ça? Mais c'est un, entre guillemets, bon, vous dites qu'il n'a pas une espèce d'armée de... Allez-y, expliquez. Il n'a pas tort. Comment on peut l'expliquer? Ils sont là depuis bientôt 17 ans. C'est vrai. C'est la mission la plus coûteuse des Nations Unies, minimum $1 milliard par an. En 17 ans, ça fait 17 milliards $. C'est le plus grand mission de maintien de la paix au monde. En termes de déploiement. Hein. Oui, oui, 17 000 casques bleus et 5 000 agents de bureau, donc il y a 22 000 personnes. Il y a eu à côté entre 6 et 10 millions de morts. Ils sont spécialistes en comptage de morts.
Tout ce qu'ils ont fait, à part embaucher quelques chauffeurs et augmenter les taux de prostitution à Kinshasa... Ils ne sont pas à Kinshasa, en l'occurrence, ils ne sont pas exclusivement mais justement, quand la guerre était à l'Est et ils étaient à Kinshasa, ce qui fait que Kinshasa, les appartements coûtent aussi cher que Paris. D'accord, mais ça, c'est généralement un peu plus cher. Ça, c'est un autre débat. C'est la montre de leur inefficacité. Ils sont inefficaces. Donc, normalement, ils doivent partir parce qu'ils ne servent à rien. Sauf que le président congolais n'a pas légitimité d'en parler parce qu'il est lui-même déjà illégitime et illégal. Non. Monsieur Maizo Kerwin, alors moi, je ne me remets pas en cause dans mon émission, notamment quand il s'agit des relations internationales, la légitimité ou légitimité des présidents de la République. Non, ce n'est pas le sujet. Oui, je sais. Voilà, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, parlez-nous plutôt de comment la RDC fait une fois que les casques bleus sont partis pour assurer la sécurité des Congolais. C'est ça la question. Avons-nous aujourd'hui effectivement les conditions remplies pour prendre le relais une fois les casques bleus partis? Le problème, c'est que les casques bleus n'ont jamais assuré la sécurité des Congolais. Ils ont passé leur temps à compter les morts. Donc, ça, c'est un fait. D'accord. Une mission telle que l'opération Artemis a été à Béni, plus efficace que les casques bleus. Donc il y a possibilité de trouver d'autres moyens d'assurer la sécurité des Congolais qu'avec les casques bleus. Puisque de toute façon, une solution africaine, par exemple, genre Ecomog, à l'époque Ecomog en Afrique de l'Ouest, on peut trouver une solution pareille en Afrique centrale. Et moins coûteuse. Et moins coûteuse, parce que les casques bleus sont inefficaces. Dites-nous, monsieur Police Bébé, on est en face là aussi devant une sorte de paradoxe. Pendant que les Congolais demandent le départ des casques bleus, les Maliens demandent qu'on renforce le mandat de la MINUSMA et j'imagine que les Centrafricains ont grincé des dents lorsque Sangaris, les troupes françaises sont partis de Centrafrique. Effectivement, alors pour ce qui est du discours de... Alors, comment mettre tout ça en musique? Je l'avais dit tout à l'heure dans mon propos de la première partie de l'émission, que la meilleure solution, c'est de réfléchir à l'intégration africaine. En tout cas, il faut qu'on sorte de cette illusion qui laisse penser que les autres pourront venir régler les problèmes à notre place. Quand l'ONU envoie des soldats. On a connu ce cas en Centrafrique, et je pense que Madame la ministre peut le témoigner. Quand les soldats viennent, ils ne viennent pas pour sacrifier leur vie pour ils ne viennent pas pour protéger, dites-vous. Voilà, même si le mandat le dit expressément. Exactement. Généralement... Pourquoi alors? Expliquez-nous. On a souvent mis sur leur mandat le fameux terme de force d'opposition. Enfin, d'interposition, pardon. Alors, on voit bien, c'est un jeu de cache-cache qui permet d'alimenter quelques velléités économiques, parce qu'il ne faut pas se cacher. C'est du business. C'est du business. On envoie des gens dans ces pays-là pour essayer de régler quelques problèmes économiques, mais il ne faut pas s'attendre d'eux qui puissent se sacrifier pour les gens qui se trouvent là. Encore une fois, ça, c'est un problème. À vous, Madame Montet, vous avez été au cœur du pouvoir. La MINUSCA, c'est du business en Centrafrique? La MINUSCA était nécessaire. Mais je voulais saluer aussi la MISCA, les forces africaines qui ont intervenu avant l'arrivée de la MINUSCA. Et l'intervention de la MISCA vers la MINUSCA, c'était aussi pour des questions économiques. Et c'est aussi ce besoin d'intégration plus grande de l'Union africaine. Si l'Union africaine avait peut-être les moyens de continuer à supporter la mission MISCA, peut-être que la République centrafricaine serait sortie plus rapidement de cette crise. Donc le passage de la MISCA à la MINUSCA a entraîné un regain de violence, curieusement, après le retour à l'ordre constitutionnel, alors qu'on avait quand même un petit peu stabilisé les choses avant d'aller aux élections, et notamment au moment du forum de Bangui. Donc la question c'est à quoi servent ces forces d'interposition, qu'on appelle les casques bleus, en Afrique? Si ces casques bleus viennent, c'est aussi la faillite de l'État. On ne peut pas avoir un État sans sécurité. Vous avez bien vu dans le pays où nous sommes, en France, depuis que les attentats ont repris en 2013, il y a tous les jours des patrouilles. Vous sortez dans la rue, vous voyez toujours des patrouilles. On avait donné, je ne sais pas le nombre de combien, 150 000 policiers en France. La République centrafricaine fait une fois la France plus la Belgique
On n'a même pas 10 000 policiers. Vous voyez un petit peu le niveau de discussion. Donc, quand on a en Afrique les besoins de sécurité, les États africains sortis post-indépendance n'ont pas pris la mesure de leurs intérêts. Il y a un grand en termes de sécurité. En termes de sécurité. Tout commence par la sécurité parce qu'ils ont signé les accords de sécurité avec la France, par exemple. Mais ces accords de sécurité ne disent pas qu'ils n'ont pas le droit d'organiser leur propre sécurité. Ben justement. C'est ça, parce que vous faites bien de relever la nuance, ce n'est même pas des accords de sécurité, c'est des accords de défense. Je vous défends lorsque vous êtes attaqué, mais de l'extérieur. Mais pour votre sécurité interne, c'est votre problème. Je voudrais aller plus loin en disant, pendant que les casques bleus sont en République centrafricaine, il y a ce qu'on appelle la réforme du secteur de sécurité, la RSS, et le désarmement, qui peut alimenter aussi une partie de la RSS. Ça veut dire quoi? Que quand les casques bleus sont là, on ne s'assoit pas pour regarder les casques bleus et constater que les casques bleus comptabilisent les morts. On en profite pour apprendre des casques bleus, notamment de ce tampon transitoire, pour pouvoir organiser la réforme de la sécurité et asseoir l'État. L'État a 2 piliers importants pour que ça fonctionne, pour que la sécurité et des institutions et de la population ou de l'économie, qui est un élément important, soit assis. Il faut que l'État ait les forces pour se défendre, que l'État ait la justice pour se faire respecter. Si les 2 éléments n'existent pas, sont défaillants. Il n'y a pas d'État. Nous avons des États sur béquille, des États virtualisés totalement. Et ça, c'est de la responsabilité des États de le faire. Et la République centrafricaine, pourquoi aussi le président Touadéra a cherché vers la Russie pour trouver des solutions? Parce que l'État ne peut rien faire face à des groupes armés qui sont puissants et pratiquement beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui sont dans cette configuration. Donc aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai. Mais cette question de sécurité est une question importante. Aujourd'hui, on a des forces armées centrafricaines qui sont entraînées et que ceux qui ne savaient pas faire hier et qui sont entraînés grandeur nature sur des armes de guerre, sur l'utilisation des moyens de sécurité pour pouvoir demain sécuriser le territoire, lorsque la paix sera signée, ben, il y aura un État, un début d'État. Et ça change quand même les rapports de force sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que les institutions et la population soient mieux sécurisées. Nous l'avons vu dans la première partie, Paul Kagame, le président rwandais, président de l'Union africaine, dit « Nous faisons des efforts, nous arrivons à nous débrouiller tout seuls, nous avons de moins en moins besoin de vous ». Quand on place ce propos dans son contexte et dans la temporalité, peut-on dire aujourd'hui que le continent peut effectivement demander que toutes les forces qui portent le sceau des Nations Unies partent? Sera-t-il en situation de se protéger et d'assurer la sécurité? Imaginons la MINUSCA quitter la Centrafrique, la MINUSMA quitter le Mali et la MISOM quitter la Somalie. La MONUSCO quitter la RDC. La MONUSCO quitter la RDC. Quel sera le tableau? Ben, le problème, c'est que ça risque d'être, à l'étape actuelle des choses, utopique. Parce que nous connaissons les incendiaires, hein, les pyromanes. Les pyromanes, on les connaît. Tant qu'on n'aura pas des États, tant qu'on n'aura pas des armées capables de lutter contre les pyromanes, les mêmes pyromanes seront des pompiers. Qui sont les pyromanes? Ben, c'est les États occidentaux, c'est des intérêts, c'est les capitalismes mondialisés, c'est les intérêts financiers internationaux. Ce sont les multinationales qui sont plus puissants que certains États africains qui mènent des guerres en Afrique. Alors, la génération africaine post-indépendance, c'est qui a étudié à l'étranger, qui n'est pas complexée par l'homme blanc par exemple, cette génération-là peut faire des choses. Il peut négocier win-win avec les Occidentaux. Et inverser les rapports de force, ou tout au moins les équilibrer. Oui, les équilibrer. Et ne demande que ça. Je ne pense pas que c'est des gaietés des cœurs. Bon, ils sont sans état d'âme. Mais je ne pense pas que c'est des gaietés des cœurs qui se sentent obligés d'aller tuer pour exploiter les matières premières. C'est juste qu'en face, ils n'ont pas d'interlocuteurs qui viennent leur proposer un partenariat gagnant-gagnant. Les jours où on va commencer d'abord par réformer les États africains, où les Occidentaux auront des interlocuteurs. Vous voyez par exemple les rapports entre les États-Unis et le Vietnam. Ils se sont battus hier. Aujourd'hui, ils sont dans un partenariat gagnant-gagnant. Ils se respectent. Parce que chacun y trouve son compte. Donc le problème, il est sur le plan
structurelle, il faut réformer les États. Et sur le plan économique, savoir que les batailles d'aujourd'hui, c'est des guerres économiques. Et savoir avancer. Et nous avons les richesses. Le continent a les richesses. Nous avons des pas la atouts. question. On a les atouts. Oui, nous avons des atouts. Voilà. Vous pensez que, et police bébé, vous nous dites, ce qu'il faut, c'est de hausser le ton, se bomber la poitrine et dire, messieurs, il nous faut discuter d'égal à égal. Les gens ont essayé, mais ils ont mal fini. Bien sûr, mais je pense que il y a une responsabilité majeure. J'aime bien l'exemple de Kagame. On peut penser de lui ce qu'on veut, oui. Mais je pense que c'est un monsieur qui a su, en peu de temps, remis sur ses pieds son pays. Il a sorti de la crise et aujourd'hui, comme l'a dit mon voisin, voilà, il parle d'égal à égal avec les dirigeants occidentaux. Je pense que les dirigeants africains peuvent s'inspirer de cet exemple pour dire que il n'y a pas de miracle, et il n'y a pas de complexe à avoir vis-à-vis de l'autre qui est en face. Il suffit d'avoir le caractère pour justement se hisser au niveau. Mais pour les cas de Kagame, on doit souligner quelque chose de très important. Lorsqu'il a fait son discours, il citait les zones de conflit en Afrique. Curieusement, il ne cite pas la RDC. Lui, le plus gros bénéficiaire du conflit en Afrique. Et les Africains ne sont pas dupes. Bon, il ne faisait pas une liste exhaustive. Il faut commencer par les conflits qui a fait le plus grand nombre de morts. Pas tous les conflits. Le conflit qui a fait le plus grand nombre de morts, où il est impliqué, c'est celui-là. Je ne sais pas s'il est impliqué. Non, très impliqué, il y a des rapports des Nations Unies. D'accord, oui. Et puis, son État, c'est un État domestique, des intérêts occidentaux en Afrique. Donc, les discours qu'il faisait, il peut tromper les dupes. Les Africains éveillés savent qui il est, quel rôle il joue. Demain, l'Afrique n'a pas besoin de ce genre de président qui qui font avancer l'agenda des Occidentaux en Afrique. Donc, en tout cas, outre les critiques qu'on peut lui faire, il a dit récemment dans une interview à un journal, je ne conseille à personne de se mêler des affaires du Rwanda. Moi, je travaille avec mon peuple, j'ai l'adhésion de mon peuple. De ce point de vue, les résultats sont là, même s'ils sont... parfois beaucoup de com, oui, avec des chiffres falsifiés. Encore une fois, il vient de... Monsieur Police Bébé vient de dire quelque chose de très intéressant. Il faut avoir du caractère. Avec les Occidentaux, il faut avoir du caractère. C'est ça qui vous a manqué en Centrafrique. Vous pensez, encore une fois, vous avez été proche du pouvoir. Ça suffit, le caractère. Avoir le caractère, ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du leadership. On l'a évoqué, on n'a pas approfondi. Le leadership, c'est le fait d'être préparé quand on arrive à des responsabilités importantes. C'est vrai. La bonne volonté, la bonne foi ne suffit pas. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision et être préparé depuis longtemps. Et là où nous sommes, où est la force de ces pays qu'on appelle pyromanes? C'est que sur chaque secteur de notre économie, de notre société, de nos coutumes, de nos traditions, il y a des experts qui nous étudient plus que nous-mêmes. Vous avez raison. Ils nous connaissent. Pour une association dans notre pays, vous allez voir 20 experts qui connaissent cette association-là. Et quand vous faites un pas, ils savent dans quelle direction ils peuvent vous amener si ce n'est pas conforme à leurs intérêts. C'est aussi simple que ça. Et donc, tous les services, les centres de prospective, d'études, de recherche qui existent dans ces grands pays, sont en avance d'une manière très importante. Donc, il n'est pas question de dire qu'on va se battre avec pendant que chez nous, la volonté de faire des recherches sur nous-mêmes n'existe même pas. On ne se connaît même pas. On n'a aucune école de géostratégie ou d'intelligence économique digne de ce nom. Si vous parlez de ça, vous allez avoir des problèmes avec tout le monde et on va vous demander, mais vous voulez montrer que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors que c'est de ce côté-là qu'ils jouent leur vie, leur survie, leur dignité, la vie de leur famille. Donc, pour revenir à quoi? Au fait qu'aujourd'hui, l'Afrique doit prendre la mesure de ce que le monde n'est pas un hasard et que les pays développés n'ont pas envie de redevenir des pays sous-développés pour permettre à l'Afrique de se développer. Ça veut dire l'aide au développement, c'est une illusion. Il faut le savoir. L'aide au développement n'a développé personne, on le sait très bien. Ou bien les fonds dont on nous parle n'aident de personne. Ce qui est important, c'est que ces ressources que nous avons, le niveau de développement, on se complète de toutes les façons. Mais, et je partage ce que M. Maïzo avait dit tout à l'heure, c'est que le jour où on comprendra
qui a des intérêts et comment discuter sur ces intérêts-là pour que ça soit gagnant-gagnant et qu'en même temps, l'Afrique se prémunisse en mettant en place les centres de recherche géopolitique, géostratégique pour avancer et comprendre qui veut quoi chez moi. Par exemple, en République centrafricaine aujourd'hui, nous avons une crise qui n'en finit pas. On explique aux Centrafricains tous les jours que vous avez besoin d'une feuille de route qui vient de l'Union africaine, mais dont on sait très bien que l'Union africaine elle-même, en tant que continent, est aussi sous des pressions. En tant qu'organisation africaine, a des pressions. Vous avez financé par l'Union européenne. Finalement, financé même pas par l'Afrique, alors qu'il y a toutes les ressources pour que l'Union africaine se finance en vendant même pas 0,001%. Vous avez tout à fait raison. Et ça peut paraître aussi écœurant parfois de voir que ceux qui, en France, en Allemagne et aux États-Unis, ont été des étudiants, des professeurs africains, retournent en Afrique, travaillent comme experts. Ce sont ceux-là qui font de la consultance sur le continent. Effectivement, c'est tout à fait regrettable, mais heureusement, la réflexion existe déjà. La conscience est là, effectivement, qu'il faut se prendre en main, il faut se prendre en charge. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.